Voilà, j'invite l'orateur suivant, qui est M. Jean-Jacques Portier, à nous présenter sa communication intitulée « Chirurgie, gériatrie, éthique, une triade confortant le rapport entre praticien et patient ». Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie nationale de chirurgie, Monsieur le directeur de l'école du Val-de-Grâce, en général, Mesdames, Messieurs, chers confrères, l'article que nous présentons est le reflet de plusieurs années d'observation et de pratique au sein de l'hôpital d'instruction des armées, dans un quartier fréquenté par une population nécessitant des soins. L'observation est bien sûr faite dans un service d'orthopédie. Il y a un invité inhabituel, c'est le gériatre. Parce que derrière lui va se cacher, tout au long de mon propos, tout au long de notre propos, le vieillissement. Vous voyez, ça tourne. Nous sommes dans une académie. L'origine étymologique de l'académie, c'était des jardins où nous marchions lorsque nous faisions l'apprentissage de connaissances. Pourquoi se pencher très précisément sur cette intersection entre le gériatre, le chirurgien et l'éthique? Parce que nos sociétés occidentales sont amenées à prendre en considération un vieillissement de plus en plus important. Prenons l'exemple de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une personne sur 5 a plus de 65 ans. Nous avons depuis une vingtaine d'années gagné près de 10 ans de vie. On va peut-être argoter, hommes, femmes. Le vieillissement, c'est une réalité. Tant et si bien que nous avons essayé d'avoir des actions ciblées, par exemple prévenir les chutes. Mais ces actions, tant pertinentes ou innovantes qu'elles soient, obligent à remettre en considération notre système de soins. Nous nous basons souvent sur les territoires de santé. Les territoires de santé, c'est une population défavorisée, non défavorisée, et les enjeux de soins qu'elle va mettre en branle. Alors, j'ai parlé de 3 protagonistes. J'ai, en premier, le chirurgien. Vous savez pertinemment que la chirurgie, c'est un art, artis. Vous savez l'étymologie, la main. Vous savez donc que c'est basé sur la confiance. Lorsque nous allons opérer quelqu'un, nous lui serrons la main, même si c'est quelqu'un qui est issu d'un recrutement par traumatologie. Cette confiance, elle va obliger à l'information. Et l'information, ce n'est pas une voie à sens unique. Il faut être assuré que celui à qui nous avons parlé de chirurgie a bien compris et que ce que l'on pourrait appeler le feedback soit positif et montre bien un entendement clair. Le deuxième, c'est le gériatre. La gériatrie, qu'est-ce que c'est? C'est assez nouveau, nous en parlons depuis une quinzaine d'années. C'est surtout transversal. Parmi ce que la médecine a fait depuis ces dernières années, il y a la discipline gériatrique qui vient grappiller sur tous les appareils. Nous sommes en fait à chercher qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la personne qui vieillit, qu'est-ce qui se passe dans son poumon, bien évidemment dans son appareil locomoteur. Donc nous avons le fait qui est intermédical et nous avons surtout le regard médico-social. Il n'y a pas de gériatrie sans gérontologie, sans analyse d'un biotope. Cela se récolte et nous avons ce que nous appelons l'évaluation pluridisciplinaire. Certes, parfois le terme peut être pompeux, mais nous allons créer cet acronyme EGS, c'est-à-dire que l'évaluation gérontologique standardisée va comporter des tests portant sur les fonctions supérieures, portant sur la thymie, portant également
sur la dépendance, l'autonomie, le lieu où vit la personne. Alors, le troisième, eh bien, c'est l'éthicien. Nous n'allons pas vous donner une définition de ce qu'est l'éthique. Nous allons par contre dire que ce sont des actions de réflexion. Et le terme réflexion montre bien, étymologiquement parlant, que nous partons d'un but. Nous allons courber notre mental à la question posée et nous allons petit à petit, non pas dans un cercle, mais dans une spirale, essayer d'amener notre propos vers quelque chose qui permettra d'élaborer des solutions. L'éthique a un squelette, il y a la norme, nous savons, éthique, ethos. Il y a aussi les droits des patients, charte des patients âgés, nous avons la loi Leonetti avec les directives anticipées, et puis nous avons tout simplement la loi. La loi, nous sommes dans un cadre lorsque nous réfléchissons sur le devenir et les propositions faites aux patients. Tout cela fait que l'éthique est une surface, un volume de questionnement et qui va aboutir à des propositions. Alors, nous avons parlé de cette triade. Ce qui nous rassemble, c'est le patient. Mais alors le patient, nous lui proposons d'un côté la chirurgie du sujet âgé, et la chirurgie c'est la rigueur, et ça va exiger un résultat. De l'autre, nous allons avoir l'éthique, où c'est l'interrogation qui prime. Alors, vient en supplément dans notre propos le vieillissement. C'est la problématique qui est centrale et qui est à traiter actuellement. Le vieillissement, c'est quoi? J'ai l'habitude, quand nous faisons des conférences, de dire que c'est un vieillissement en pièces détachées. L'œil, le squelette, le cœur ne vieillissent pas dans le même temps. Nous avons aussi l'habitude de souligner que ce n'est en aucun cas une maladie. Tout au plus pourrons-nous chercher quelques propositions génétiques sous-jacentes. Nous avons, surtout dans le vieillissement, l'espérance de vie grandissante. Le 5e âge maintenant, nous avons appris la médecine avec le 4e âge, arrive maintenant cette nouvelle vague où l'autonomie est remise en question. Et puis surtout, je vieillis, tu vieillis, il vieillit. Le vieillissement, c'est une affaire personnelle. Il vient bien évidemment de ce qu'on appelle la sécurité sociale. La sécurité sociale n'a rien à voir dans le vieillissement. La sécurité sociale ne le remboursera pas. Ce sont les maladies qu'elle rembourse. Donc, notre problématique fait, à travers mon vieillissement, je dois me mobiliser avec les acteurs de santé que je connais, chirurgiens, médecins. Bien sûr, les nouvelles considérations font que cette population vieillissante est face à une organisation nouvelle. Que proposons-nous? Nous proposons que l'orthopédie s'adapte à cette population. Et s'adapter, ce n'est pas uniquement un verbe, c'est-à-dire que l'unité doit être construite et doit fonctionner d'une certaine manière pour que la personne âgée puisse en bénéficier pleinement. De l'autre côté, cette organisation fait qu'il doit y avoir presque la notion de lit dédié. Et ça, nous le développons in fine, c'est l'unité d'orthogériatrie. Bref, je vais créer un cercle vertueux. Le chirurgien s'intéresse à la personne âgée. Il mobilise alors un partenariat avec le gériatre, ce qui fait que l'un et l'autre sont en complémentarité. Alors, le chirurgien, précisément l'orthopédiste, puisque nous sommes dans l'unité d'orthogériatrie et notamment de la chia, eh bien ce chirurgien, je vais vous rappeler ce que vous savez, il affronte un squelette qui a eu les modifications, les outrages du temps, pourrait-on dire, eh bien, fragilité, fracture, certes, soulignons la perturbation de la statique. Je me penche en avant, je vais tomber. Donc, le chirurgien va souligner des risques pour son patient.
Il va également lui expliquer des phénomènes. Le cartilage a vieilli. Il est assailli par des douleurs. La douleur est une chose très importante. La douleur, ça fait hurler. La douleur, ça peut faire perdre conscience. Il va falloir à tout prix aborder ce chapitre avec le patient avant de clore la proposition. L'articulation est moins sollicitée. Nous avons l'ankylose. Et là, déjà, nous sommes dans l'autonomie diminuée. Enfin, les muscles. Nous parlons souvent de la sarcopénie. Je préfère parler d'une diminution de force, parce que le mouvement sera moins performant. Tout cela, eh bien, c'est aussi avec l'alimentation. Alimentation, nutrition, médecine. Si je veux bouger, si je veux courir, je dois tourner, je dois marcher. Et c'est pour cela que si je ne veux pas tomber dans le danger du troisième âge, il faut absolument que j'essaye de trouver des ressources, que nous essayons de créer des ressources. Alors, le gériatre, qu'est-ce qu'il voit dans le vieillissement? Il voit surtout le concept de fragilité. Vous connaissez le modèle Jean-Pierre Bouchon. Ce modèle, vous voyez, la ligne supérieure, en fait, que montre-t-elle? Eh bien, ça serait un seuil d'insuffisance qui va nous prolonger 100-120 ans avant qu'il soit réellement délétère et accompli. Et il vient se greffer le vieillissement physiologique, les maladies chroniques, les maladies aiguës. Et tout cela va amener un jour ou l'autre à une chute précoce qui va amener à un décès précoce. Alors, repérer ce signe de fragilité, c'est important, c'est peut-être la première information que le gériatre donnera au chirurgien. Lui-même, il va essayer de quantifier la dépendance. La dépendance, ce n'est pas exactement comme avec la séquence de Wood, déficience, incapacité donne handicap, avec un handicap qui est considéré par la personne elle-même. Nous sommes plus dans un modèle où nous avons maladie, dépendance, et une dépendance qui va nécessiter l'intervention de tiers extérieurs. L'éthicien, qu'est-ce qu'il voit dans ces années qui arrivent? Eh bien, il voit déjà les bases sociales et légales. Nous avons déjà un petit arsenal. Je vous rappelle là les chartes. Nous avons la circulaire 2006, on appelait sinon les lois Kouchner, et puis nous avons la loi HPST. Cette loi HPST, elle centre le patient dans tout ce qu'il convient d'accomplir pour lui. Maintenant, nous sommes ici au Val-de-Grâce. Ça a été le siège d'une école psychanalytique très importante. Et l'éthicien, il voit ce qu'est le désir du patient. Le désir est une chose complexe, ambivalente, antagoniste. Et nous allons opposer à ces lois, à ce désir, eh bien, la notion de bénéfice-risque. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, si j'interviens chirurgicalement, c'est pour le bénéfice du patient et je connais les risques qui sont inhérents à l'intervention. Voilà pourquoi nous avons essayé de faire des opérations. On appelait ça « Je bouge donc je suis ». On a présenté cela en mairie de Marseille, en bibliothèque, parce que le désir, eh bien, il faut le provoquer. Donc il a bien fallu essayer de présenter aux personnes les obligations qu'elles avaient dans leur vieillissement. Ça doit tourner pour elles. Alors, que de questions, que d'interrogations, et j'en reviens toujours à mon inconnu, qui est le vieillissement. Pour l'orthopédiste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il a un contrat moral, un contrat parfois signé. Et il va quand même dire qu'il ne guérit en aucun cas du vieillissement. Il s'attaque à des maladies qu'il essaie parfois uniquement de pallier. Le vieillissement pour le gériatre, eh bien, c'est la perte d'autonomie. C'est cela, en fait, son challenge. Et il va être obligé de quantifier, il y a des outils adoptés,
les risques de perte de dépendance future. Alors, le vieillissement pour le patient, c'est qu'il va falloir peut-être qu'il entende, qu'il comprenne certaines choses. Et s'il va avoir un nouveau projet de vie. J'ai pris quelques années, je ne peux plus faire ce que je faisais. Certes, toutes mes maladies, je dois les mettre dans un screening, je dois en tenir considération, mais mon projet de vie, mon biotope, si je puis dire, va être à l'aune de ces années que j'ai sur les épaules. Alors, quelle réponse au questionnement qui était sous-entendu derrière toutes ces diapositives? Difficile. J'en suis assailli quand je suis un médecin d'unité. Alors, nous allons faire des analyses fonctionnelles. L'analyse fonctionnelle ortho-éthique. Vous savez que vous avez deux volets, la chirurgie réglée, la chirurgie thoracique. Dans la traumatologie, eh bien, je ne vais surtout pas éluder les nouveaux diagnostics, ceux portant notamment sur les fonctions supérieures. Et nous avons, vous le savez, toujours à nous pencher vers les risques de dépression de nos patients, qui sont létaux. Les complications cliniques, parce que ce n'est pas une opération et puis 1, 2, 3 jours qui passent, c'est l'observation par toute une équipe d'une évolution, car les chirurgiens savent faire de la médecine. Il convient parfois d'aller jusqu'à l'abord du décès. Nous avons même, en unité d'orthopédie, des soins palliatifs qui doivent être décrétés. Qualité de sortie de l'institution. Une sortie qui soit correcte vers des acteurs que nous connaissons, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être avec des lits d'aval que nous connaissons peu, pour lesquels nous faisons des conventions appelées cadres, mais qui n'ont pas la rigueur de nos institutions et de nos exigences éthiques. Voyons maintenant la chirurgie réglée. Là aussi, il va falloir être à la portée du patient. Et la portée, ce n'est pas uniquement des notes, c'est-à-dire un vocabulaire adapté, c'est-à-dire lui faire comprendre que sur Internet, il y avait peut-être des solutions miracles, mais ça, on ne les a pas sur le billard. Il faut faire comprendre. Vous vous souvenez de ce que disait Thomas à Kempis, l'entendement. C'est une chose complexe. Il faut faire admettre aussi des impératifs. C'est que quelqu'un qui voudrait rapidement avoir sa chirurgie, cela n'est pas possible. Nous avons des protocoles avant d'opérer. On ne fait pas ça entre le vendredi et le lundi. Les exigences, ça va être les exigences de l'unité, et puis aussi les exigences parfois financières. Il va falloir que la personne sache se couvrir socialement. Et puis, bien sûr, lorsque je fais ma consultation, moi, chirurgien, je décèle d'autres problèmes et je ne les élude pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait le gériatre par rapport à l'éthique? Eh bien, il recueille des prérequis. Dans les prérequis, je fais en premier appel au dossier du patient. Vous savez que maintenant, nous avons tout un protocole, nous allons collecter notre GS, nous allons collecter toutes les données d'évaluation. Et puis, c'est complété avec les directives anticipées, parce que cela permet également de savoir quels sont les liens intimes du patient et qui pourra, en cas de problème, parler pour lui, et aussi parler du projet de vie éventuel. Si j'opère, c'est pour quelque chose, et peut-être qu'un changement de domicile se profilera derrière. Alors, gérer la dépendance, ça veut dire la transversalité. La transversalité, je vais prendre les avis de tout le monde, que ce soit le brancardier, le kinésithérapeute, l'interne, je suis obligé d'avoir un regard multilatéral. Je vais faire participer le patient, le réseau de santé, lorsque vous avez la chance d'en avoir un, et la maison d'aide pour l'intégration des pathologies de type Alzheimer. C'est quelque chose qui maintenant va se développer sur tout le territoire et donc intéresser tous les HIA.
Bien sûr, le retour à domicile, ça se fait grâce à ce partenariat que nous avons interrogé. Et il ne s'agit pas de faire une économie de DMS, durée moyenne de séjour, il s'agit de minimiser le temps d'institution, parce qu'une personne qui a 90 ans, elle a des repères bien ancrés, et si on commence à lui mettre des murs unis, nous allons la déstabiliser très facilement. Ça, nous le faisons une fois, nous le faisons 2 fois, 3 fois, tout au long du séjour. C'est l'itérativité et princeps en gériatrie. Alors, cette réflexion, elle nous a amené à un concept que nous avons développé dans l'unité, l'orthogériatrie. Derrière ce mot, qu'est-ce qui se cache? Il va se cacher que le chirurgien ne va pas être uniquement dans l'acte. Il anime une équipe dans laquelle la médecine gériatrique est aux premières loges. La chirurgie va donc regarder les paramètres sociaux et les autres paramètres de santé. On ne fera pas ce qu'on peut faire. On va être centré sur l'autonomie. L'autonomie, c'est savoir opérer parce qu'il y a un escalier que l'on va toujours franchir. Et puis les variables cognitives vont être importantes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas opérer des personnes qui ne sont pas à même de bénéficier concrètement après de l'opération. La cohérence, c'est l'institution, la personne âgée et son chirurgien. Alors, les buts de l'unité. Eh bien, nous sommes dans la qualité. On ne va pas faire un mot pour l'utiliser. Nous avons les prestations que nous fournissons dans nos unités. Nous avons une vraie prise en charge. Alors, le terme est un petit peu passif, parce que prendre en charge, ça veut dire je mets sur mon dos et j'aide. Non, c'est pas ça. Je fais collaborer la personne. Et les résultats, le terme important, là, c'est qu'ils sont adaptés à ce que nous avons prétendu acquérir, faire acquérir. Et cette qualité est toujours à l'aune de la possible participation de la personne âgée. Alors, là, je viens de dire surtout des idées. Quels sont les acteurs? Nous en repérons 4. Nous repérons l'orthopédiste, le gériatre, l'éthique, certes virtuelle, et puis surtout le patient. Il doit, nonobstant son vieillissement, être dans cette action. Nous faisons du coup, eh bien, des informations itératives. Toute institution peut le faire, public, privé. Par exemple, nous avons parlé de la prévention des chutes. Par exemple, nous nous sommes débrouillés pour être dans les programmes de Kedge Romaine, l'une des meilleures écoles en master santé, et pour parler à des directeurs, à des personnes qui vont comprendre ce qu'est l'orthopédie de la personne âgée. Danger. Oui. Parce que c'est un territoire qui est derrière. Construire un territoire de santé, c'est, avec l'entité orthogériatrique, faire le avant, après, pendant l'hospitalisation. Nous venons aussi présenter une réunion de concentration pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, comme a fait l'oncologie, nous prenons l'avis de tous les protagonistes qui vont tourner autour de la maladie. Nous sommes là, une fois par semaine, il suffit de traiter une personne repérée lors de la visite, de voir qu'est-ce qui ne va pas sur le plan somatique, mais également sur le plan social, et de donner cette information à celui qui mènera le pivot de santé, le médecin traitant. Le vouloir des patients, ça se fait également avec les aidants. Vous avez remarqué, lorsque vous avez une personne âgée qui vient en consultation, elle est très souvent accompagnée. Alors il va falloir faire comprendre à la personne quel est le bénéfice, à la personne accompagnante, pardon, quel est le bénéfice de l'opération que nous proposons. Nous avons du coup fait des publications, Softcote et Forte, pour présenter le résultat de ces quelques lignes de réunion de concertation disciplinaire
car on s'aperçoit que nous soulignons la dénutrition et nous soulignons des nouveaux diagnostics. Et tout cela pour un temps minimum limité, hebdomadaire. Alors, une conclusion simple, c'est que le questionnement éthique, là j'ai écrit licite, non, nous avons écrit en fait obligatoire. Nous ne faisons pas les choses dans un tunnel où l'opération est le seul but. Je mets une prothèse, non, c'est pas ça. Nous avons un patient pour lequel la prothèse va résoudre une problématique, une maladie et être également en interprétation avec son vieillissement. Je suis donc à ce moment-là à regarder tous les problèmes, ce qui va respecter la bientraitance. Je suis donc à faire du protocole pour ne pas parler dans le vide. Les choses, je les écris. Et là, ainsi, j'évite la maltraitance. Voici en quelques mots ce qui a été dit sur cette triade. J'aime beaucoup conclure sur ceci. Vous en souvenez, c'est Hernani. Il est difficile de modifier certains comportements, mais si on a un angle de tir juste, on arrive toujours à voir la situation. Je vous remercie. Et bien entendu, nous sommes venus avec un soleil que vous voyez. Et puis, vous savez que la personne âgée, et ça, c'est le chef de service qui le dit, nous sommes partis, nous avions une diapositive qui nous montre, elle est là, elle souffle autant le chaud que le froid, la personne âgée. Il va falloir s'adapter à elle et nous allons quelque part la coloniser. Merci. J'avoue que la transition avec les autres exposés est assez rude. Et je ne m'attendais pas à trouver tel niveau de philosophie dans un hôpital militaire. Mais je pense que vous ouvrez là une nouvelle voie, une nouvelle façon d'aborder la gériatrie. Et si j'ai bien compris, sur une de vos avant-dernières diapositives, il y a marqué gériatre. Oui. Alors la question est, est-ce que vous êtes chirurgien et gériatre ou uniquement gériatre? Non, moi je suis simplement gériatre. Et quelque part cela vaut mieux, car être bicéphale, eh bien, c'est bon pour les blasons, mais c'est pas bon pour les pratiques. Merci. Mais je fais une remarque, c'est dans un HIA où j'ai pu développer ceci. Lorsqu'on parle d'éthique, je pense que la jante militaire est parfaitement adaptée pour la développer. Des questions dans la salle? Jean Dubousset n'est pas là? Il est plus là? Alors, tu as une question quand même, Jean. Ah, la question, parce que vous avez exposé toute la gériatrie, bien entendu, c'est important. Mais pour aller dans votre sens, je peux vous dire que les expériences qui sont faites actuellement à l'hôpital de la Salpêtrière avec M. Verny, travaillant directement avec le service de chirurgie orthopédique, montrent clairement que les malades opérés de fracture du col, parce que vous avez mélangé la traumatologie, la décision de la prothèse pour une... donc l'ensemble était bien, parce que l'ensemble parle de la gériatrie. Et votre message est très bien passé. Mais pour ce qui concerne la fracture du col, un patient qui arrive avec une fracture du col, le chirurgien orthopédique l'opère, parce que c'est son devoir, quel que soit l'état d'avant, etc., on l'opère. Mais on ne le garde surtout pas en chirurgie orthopédique, on l'envoie tout de suite, quasi au sortir de la salle d'opération, dans le service de gériatrie. C'est l'expérience qui a été faite avec Marc Verny à la Salpêtrière et qui marche très bien et qui devrait s'étendre à toute la France. Donc ça va dans le sens de ce que vous voulez dire. Alors, je vous suis tout à fait, car nous pouvons envoyer en service de gériatrie ou nous pouvons envoyer également en convalescence appropriée, et puis surtout nous envoyons sur le lieu de vie, c'est-à-dire l'établissement d'hébergement pour personnes
âgée dépendante, c'est là où il doit être avec son matériel et son cadre de vie habituel. Ça, c'est important parce que trop souvent, nous sommes aussi en attente d'une place. Service de gériatrie complet, la conval, c'est dur. Alors à ce moment-là, il ne faut pas hésiter. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça ne relève pas des services d'orthopédie, ni même des services de gériatrie, ça relève de l'organisation sociale en France. C'est ça, de l'Agence régionale de santé aussi. Eh bien, bravo. Merci beaucoup.